Fin de la mission du coordinateur humanitaire pour le Sahel au Niger. Tony Lanzer était dans les régions d'Agadez et d'Ifa pour évaluer la situation humanitaire. Le Niger honoré aux Jeux africains de Brazzaville, le taekwondo in Abdulrazak Issoufou Alfaga a remporté la médaille d'or face au vice-champion olympique Patrick Obama. Vendredi 18 septembre 2015, merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction Burkina Faso où au deuxième jour du coup d'État, le chef de la junte au pouvoir a reçu aujourd'hui la visite du président en exercice de la CEDEAO et celui du Bénin. Macky Sall et Yahi Boni sont à Ouagadougou pour trouver une solution à la situation qui prévaut actuellement dans le pays, donc au pays des hommes intègres. Suivez plutôt. Le général putschiste Gilbert Diandéré est venu en personne accueillir Macky Sall sur le tarmac de l'aéroport. Le président sénégalais, également président de la CEDEAO, a une mission, tenter de ramener l'ordre dans le pays et libérer le président et ses ministres. Ce n'est pas la première fois que Macky Sall mène les médiations à Ouagadougou. Il avait déjà conduit celle qui avait suivi la chute de Blaise Compaoré en 2014. Le dirigeant sénégalais ne sera pas seul. Thomas Boni Yahi, le président béninois, participe aux discussions, des négociations à huis clos dans la capitale burkinabé. Une chose est sûre, les deux dirigeants ne mâcheront pas leurs mots. Dès jeudi, dans un tweet, Macky Sall avait condamné ce coup d'État en exigeant que la junte se soumette à l'autorité politique. Une position partagée par les Nations Unies et l'Union africaine qui a d'ailleurs exclu temporairement le pays de l'organisation. De leur côté, les putschistes ont multiplié les gestes d'apaisement. Les frontières terrestres et aériennes du pays qui avaient été fermées jeudi ont été rouvertes. Gilbert Diandéré s'est aussi engagé à ne pas rester longtemps au pouvoir. Autre annonce, la libération du président de transition Michel Kafondo 2 jours après son arrestation. Un coup médiatique pour le chef des putschistes. Oui, je confirme la libération du président Kafondo. Il est domicile officiel. Oui, il est toujours en résidence surveillée. Sa libération pourrait intervenir aussi. Michel Kafondo a en réalité été placé en résidence surveillée. Son Premier ministre, Isaac Zida, ainsi que d'autres ministres seraient effectivement encore détenus. Le président burkinabé du Conseil national de transition a appelé la population à se mobiliser. Dans certains quartiers de la capitale, des barricades ont été érigées, des pneus brûlés en signe de protestation. Difficile de se rassembler, les soldats du régiment de sécurité présidentielle multiplient les patrouilles pour disperser les manifestants. Le couvre-feu est toujours en vigueur. Et cette situation au Burkina Faso continue à susciter des réactions. Nous vous proposons de suivre aujourd'hui celle des acteurs de la société civile nigérienne. Vous voyez bien que Blaise continue à tirer sur les ficelles et je pense que cette fois-ci c'est une fois de bon. Le combat n'est pas le combat seulement du peuple burkinabé, mais il doit être un combat de toute l'Afrique et au plus du monde entier parce que nous ne pourrons pas comprendre lorsqu'un processus démocratique est engagé avec toutes les régularités possibles et qu'un groupe des militaires parce que les jouissent donc de l'armement le plus sophistiqué du pays puissent prendre en otage le processus démocratique. Donc nous lançons un appel aux institutions internationales, notamment l'ONU qui a la responsabilité de garantir les choix d'un peuple donc à disposer de lui-même et à choisir la forme de gouvernement par lequel donc il doit être dirigé, de prendre toutes ses responsabilités pour mettre un terme à la pagaille que Blaise et ses acolytes sont en train de s'aimer au Burkina. C'est une grosse erreur de la part du Burkina de ne pas dissoudre dès la prise du pouvoir par la rue. La rue devait créer les conditions pour dissoudre le CDP. Parce que tant que le CDP n'est pas dissous, le CDP dans tous les cas, dans 10 ans, elle constitue une force rétrograde, elle va revenir au pouvoir. Donc c'est une grosse erreur de ne pas dissoudre le. Et la grosse erreur encore de ce régime, c'est de ne pas d'abord désarmer le régiment là avant de procéder à sa dissolution. Parce que vous ne pouvez pas dissoudre un corps avec les armes en main. Et vous ne pouvez pas venir prendre des décisions, vouloir prendre des décisions
pour dissoudre le corps alors que vous êtes sécurisé et gardé par ce même corps-là. Donc ils ont pris tellement de risques, c'est-à-dire il y a de l'amateurisme même de la gestion de la transition, il faut le reconnaître. Et on ne peut pas empêcher aussi des citoyens burkinabés à ne pas aller aux élections, à les empêcher d'aller aux élections alors qu'ils ne sont pas condamnés. Parce que aucune décision de justice ne les a condamnés par rapport à leur soutien à Blaise Compaoré. Donc ce qui veut dire que la charte même des droits de l'homme a été violée par rapport à par la transition. Il faut reconnaître que de part et d'autre, il y a des lacunes qu'il va falloir corriger le plus tôt possible. C'est inquiétant. La démocratie africaine est vraiment menacée. Parce que ce qui s'est passé au Burkina Faso peut être répété ailleurs. Selon un autre angle, je pense qu'il faut revenir sur les processus que nous conduisons aussi. Il est regrettable de voir une interruption, n'est-ce pas, militaire d'un gouvernement qui a toute sa légalité et toute sa légitimité nationale et internationale, mais il est aussi regrettable de voir des processus électoraux exclusifs. Et je pense que c'est là où l'erreur avait été commise. Le processus au Burkina Faso était sur une voie, n'est-ce pas, qui ne correspond pas aux différents impératifs de démocratie, qui ne correspond pas à la notion même de la démocratie pluraliste, telle définie dans les instruments internationaux, notamment les pactes de 1966. Vous n'êtes pas sans savoir que la Cour constitutionnelle a invalidé certaines candidatures au motif que ils incarnent, n'est-ce pas, le régime qui avait été terrassé. Donc je pense que ça, c'est pas une façon de voir la démocratie. Un processus électoral, il doit être inclusif et non exclusif. Et aujourd'hui, la cause fondamentale de ce renversement du régime, c'est parce que, selon les militaires, le processus n'est pas inclusif. Je pense que ça doit interpeller tous les gouvernements africains, que les processus électoraux mal conduits, mal animés, peuvent conduire vers des clichés aussi mauvais que ceux qui sont en train de se passer au Burkina Faso. Toujours relativement à la situation qui prévaut au Burkina Faso, cette déclaration de Susan Rice, conseillère américaine à la sécurité nationale sur la situation au Burkina Faso. Les États-Unis condamnent dans les termes les plus forts la prise inconstitutionnelle du pouvoir par des éléments du régime de sécurité présidentielle au Burkina Faso. Nous appelons les partis responsables à relâcher immédiatement ceux qui sont détenus. Demandons aux forces en présence de démissionner, à respecter le droit des civils, à se rassembler pacifiquement et à remettre le Burkina sur le chemin d'élections présidentielles en octobre. Les États-Unis continueront à travailler avec nos partenaires, y compris la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies pour parvenir à une résolution pacifique. Nous allons reconsidérer notre aide étrangère au Burkina Faso en fonction de l'évolution des événements. C'était là donc la déclaration de la conseillère américaine à la sécurité nationale, Susan Rice. Et puis les sanctions commencent à tomber toujours relativement à la situation au Burkina Faso. C'est celle de l'Union africaine qui vient de suspendre le Burkina de toutes les activités de l'UEA avec effet immédiat. Donc c'est la déclaration d'un diplomate tout à l'heure sur AFP qui a confirmé donc cette suspension du Burkina Faso des instances de l'UEA. Retour ici au Niger et c'est pour signaler que Tony Lanzer, le coordinateur humanitaire pour le Sahel, a effectué une visite de 5 jours sur le terrain au Niger. Il s'est ainsi successivement rendu à Agadez et à Difa. Il s'agissait pour lui d'évaluer la situation sécuritaire dans ces régions. Au terme de sa mission,
Tony a animé une conférence de presse ce matin. Elle est résumée ici par Asmana China et Khalidou Bourema. Cette mission a permis au coordinateur humanitaire régional pour le Sahel de se rendre dans la région d'Agadez et de Difa où il a rencontré des migrants et des réfugiés. J'ai eu des entretiens à Agadez hier avec des jeunes qui ont quitté leur pays. Ils ont traversé l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Ils sont arrivés à Agadez, ils ont essayé d'aller en Libye, en Algérie, voulaient aller en Europe. Et là, ils m'ont raconté des histoires indicibles de ce qui se passe avec des jeunes qui traversent le désert, qui cherchent un futur meilleur pour eux-mêmes et pour leurs familles qu'ils ont laissées dans leur pays, comme la Gambie, comme le Sénégal, le Cameroun, le Tchad. Je suis allé à Difa. Boko Haram a créé des situations horribles dans les villages qu'ils ont brûlés, les femmes qu'ils ont violées. Et maintenant, autour du bassin du lac Tchad, on a 2,5 millions de personnes qui ont été déplacées de leur village. 2,5 millions. Le coordinateur humanitaire a souligné la générosité immense des communautés et du gouvernement du Niger qui accueille les déplacés du Nord Nigeria et a promis de faire un plaidoyer pour le pays auprès des bailleurs de fonds. Ça, c'est ma promesse après mes 5 jours ici. Vous en avez besoin d'une communauté internationale qui est à votre côté pour vous aider à maintenir cette île stable au milieu des pays en crise, de développer votre économie. Et j'étais impressionné, même hier à Agadez, je me suis dit, mince, là je suis au début du grand désert. Mais ils m'ont expliqué, non, ici on a des pommes, on a des raisins, on a de l'or, il y a l'élevage, il y a beaucoup de potentialités dans la région d'Agadez, dans la région de Difa et partout au Niger. Donc moi je pense que la communauté internationale doit être à la hauteur des défis qui sont devant la population du Niger. À la fin des comptes, bien sûr, la stabilité, elle va dépendre de vous, les Nigériens. Et le développement va dépendre de vous. Ça va dépendre de travailler pour faire en sorte que tous les enfants puissent aller à l'école. Il est à noter que le Niger accueille plus de 220 000 réfugiés et déplacés par le conflit au Nigeria, à Libye et au Mali, auxquels s'ajoute un nombre important de migrants qui transitent chaque année par le Niger. Restons toujours avec la situation humanitaire. L'UNICEF estime le nombre d'enfants déplacés du fait des attaques de Boko Haram à plus de 500 000 qui se retrouvent dans des situations difficiles. Une situation au cœur des préoccupations des organismes humanitaires. Suivez plutôt. Depuis le début des attaques de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria en 2009, plus d'1,5 million de personnes ont fui les atrocités du groupe terroriste. Parmi ces réfugiés et déplacés, un nombre important d'enfants. 1,5 million d'enfants supplémentaires ont fui les attaques des islamistes de Boko Haram au Nigeria, Niger, Cameroun et Tchad au cours des 5 derniers mois, a indiqué UNICEF ce vendredi. Le Nigeria est le plus touché avec près d'1,2 million enfants, dont plus de la moitié âgés de moins de 5 ans déracinés par l'insurrection. Quelques 265 000 autres enfants sont également affectés dans les pays voisins où Boko Haram a étendu ses attaques, notamment au Cameroun, au Niger et au Tchad. Tous les enfants des réfugiés et déplacés sont dans une situation difficile avec un avenir incertain. Il y a Aïssatou, une jeune fille avec laquelle j'ai pu discuter un peu à Difa, dans le camp de Asaga. Une jeune fille qui m'a dit ils sont venus vers 18h une soir. Boko Haram est arrivé. Ils ont tué son frère, ils ont brûlé sa maison. Et il n'y avait rien à faire que fuir.
Et là, elle se trouvait dans ce camp de Saga, sans rien faire. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Elle m'a dit, je voulais devenir enseignante. Mais maintenant, je n'ai même pas une école où je peux finir mes études. Je voulais peut-être jouer un sport. Elle a dit handball. C'était un sport qu'elle aimait jouer avant dans son village. Maintenant, plus de possibilités. Donc, une situation à Saga, dans la région de Difa, très difficile. L'Organisation internationale pour les migrations OIM a revu en hausse en début du mois de septembre ses estimations du nombre de déplacés dus aux violences des islamistes, les faisant passer de 1,5 à 2,1 millions. L'UNICEF dit avoir accru ses opérations dans la région du lac Tchad, dont ses campagnes de vaccination, et note que près de 65 000 enfants de moins de 5 ans ont été soignés pour des cas de grave malnutrition. Et plus de 124 000 autres enfants n'ont pas reçu leur dose contre la rougeole. Sur le plan éducatif, 208 000 enfants ne sont pas scolarisés et que plus de 83 000 enfants n'ont pas accès à l'eau potable, souligne l'UNICEF. Créé il y a quelques mois, l'Observatoire du processus électoral OPEL a officiellement lancé ses activités ce vendredi avec une session de formation à la Maison de la Presse. Une formation qui a concerné les structures membres de cet observatoire. OPEL a organisé une formation de formateurs avec l'appui d'Oxfam en prélude aux échéances électorales à venir. Le compte rendu avec Nafissa Adamou et Khalidou Bourema. À seulement 153 jours du scrutin électoral au Niger, les institutions impliquées dans le processus électoral s'activent pleinement pour le bon déroulement de ces élections. C'est l'exemple de l'Observatoire du processus électoral OPEL qui organise cette formation des formateurs sur le thème approche et utilisation des outils de suivi du processus électoral. Il s'agit pour nous, en tant que plateforme regroupant les organisations de la société civile, de veiller à travers l'observation des différentes étapes et opérations de ce processus à la tenue d'élections apaisées dans notre pays. Cela exige notamment de nous un esprit constructif, un esprit d'écoute, un esprit de collaboration et, quand cela est nécessaire, un esprit critique. Et ce, dans un dialogue franc et ouvert avec toutes les institutions impliquées dans ce processus électoral afin de contribuer à son succès. Car nous restons convaincus que chaque fois que les élections sont libres, transparentes et inclusives, personne ne perdra. Au contraire, c'est le peuple nigérien dans la richesse de sa diversité qui gagne. Le président de la CENI a, dans son discours d'ouverture, salué l'OPEL d'avoir bien voulu impliquer son institution dans le déroulement de ses activités, tout en insistant sur l'importance de la présente formation. Pendant les 2 jours que durera cette session de formation, vous allez suivre des présentations notamment sur les définitions et analyses des concepts clés en matière électorale, le fondement juridique et les institutions impliquées, le code de conduite de l'observateur, la méthodologie de l'observation des élections avant, pendant et après les élections, l'appropriation des formulaires d'observation. En outre, la mise en œuvre de ce projet permettra aux organisations membres de l'OPEL de s'approprier des dispositions de la Constitution relative aux élections, du code électoral, de la charte des partis politiques et, en un mot, du régime électoral nigérien. L'intérêt d'un tel projet de renforcement des capacités n'est plus à démontrer, d'autant plus qu'il concerne la formation des acteurs de la société civile appelés à suivre le processus électoral et à observer le déroulement du vote lors des scrutins électoraux prévus début 2016. Cette formation est la première activité d'une série d'activités de renforcement des capacités des structures membres de l'OPEL, une manière donc pour l'Observatoire de confirmer sa mobilisation citoyenne permanente pour la transparence des élections. La société Safi SA a récompensé les heureux gagnants du jeu Super Cadeau initié depuis le mois de juin dernier. Objectif pour la société à travers ce jeu est de mieux s'approcher de sa clientèle.
Au total, 5 gagnants ont reçu leur cadeau ce vendredi. C'était en présence de nos reporters Asmana China et Soumel Abdoulaye. Débuté le 1er juin 2015, le jeu Super Cadeau de Safi continue de faire des heureux gagnants. Cette cérémonie consacre la remise de divers lots à ceux pour qui la chance a souri. Le jeu consiste à faire gagner, en tout cas, ceux-là qui ont accepté ce jeu-là, de leur faire gagner, en tout cas, beaucoup de cadeaux. Nous l'avions initié pour dire merci à ces consommateurs. Alors, quand vous payez la bouteille de jus, nous avions eu à le dire en son temps. Et derrière le bouchon, il se trouve un dessin. Ce dessin peut être celui d'un ventilateur, d'un écran plasma, de beaucoup de bouteilles, également des t-shirts, en tout cas de beaucoup de gadgets. Et nous avions promis chaque 2 semaines, en tout cas, d'appeler la presse pour ce qui concerne les grands lots. Les grands lots, c'est entendez par là les ventilateurs, les écrans et les portables. Voilà, c'est dans ce cadre-là que nous sommes là ce soir pour remettre officiellement devant tout le monde, devant toute la presse, devant l'opinion nationale, pour que nous puissions en tout cas tenir cet engagement-là. L'engagement, c'est quoi? C'est en tout cas de remettre cela officiellement, en tout cas à ces gagnants-là qui ont accepté en tout cas de consommer ce jus-là. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là ce matin. C'est la joie et l'émotion qui animent les heureux gagnants. Ça fait à peu près juste une semaine de cela, je me suis rendu compte du jeu que Safi a mis en place. Et par la grâce de Dieu, avec ma 2e bouteille de jus Safi, j'ai eu l'occasion de gagner ce téléphone aujourd'hui. Et j'en suis fier. Vraiment, j'exhorte mes autres amis et les consommateurs à encore consommer le jus Safi. Quand tu consommes plus, tu auras beaucoup de chance. Et par la grâce de Dieu, comme moi aujourd'hui, peut-être tu auras aussi la chance de gagner soit un téléphone, un ventilo ou bien un écran plat. Participez donc au jeu Super Cadeau de Safi en consommant le jus Safi pour gagner divers articles. Les lots sont remis aux gagnants toutes les 2 semaines. Je le disais dans les titres, le Niger a enfin décroché sa toute première médaille aux Jeux africains qui se déroulent à Brazzaville. Il s'agit d'une médaille d'or remportée hier jeudi par le taekwondoïne Abdelrazak Issoufou Alfaga, qui a battu en finale le vice-champion olympique Patrick Obama. Un exploit salué par la famille du taekwondoïne nigérien. N'est-ce pas, Ibrahim Tikiri? La Nigérienne a enfin retenti aux 11e Jeux africains de Brazzaville, un exploit réalisé par le taekwondoïne Abdelrazak Issoufou Alfaga, qui a battu en finale le vice-champion olympique, le Gabonais Patrick Obama. Une première dans l'histoire du sport nigérien, le taekwondoïne Alfaga a gagné le précieux métal aux Jeux africains de Brazza et sauve l'honneur de la délégation du Niger. Le président de la Fédération nigérienne de taekwondo, Ousmane Sanda, heureux de la prestation de son poulain. Alfaga Abdelrazak l'a réalisé en dépit des difficultés financières. En portant haut les couleurs nationales aux Jeux africains, le jeune espoir du taekwondo nigérien Alfaga Abdelrazak Issoufou a écrit son nom sur la liste restreinte des médailles d'or des combattants nigériens ayant participé aux compétitions internationales. Ce jeune boursier mérite un soutien et un suivi pour, pourquoi pas, arracher une médaille d'or au JO de 2016. Félicitations donc à Abdelrazak Issoufou et bonne chance aux autres athlètes. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à la télévision Labari et restez en compagnie de nos programmes. À toutes et à tous, excellente nuit et bon début de week-end. Au revoir.